Mais je n'ai pas pu trouver plus près. Alors là, rien de bien nouveau, bien sûr, mais un simple rappel parce que on parle d'intendant, on parle de gouverneur quelquefois, etc. Alors c'est juste un peu une mise au point avant de passer à autre chose. Donc, pour mémoire, l'administration centrale, donc les organismes qui aident le roi. Et n'oubliez pas qu'il y a le roi au-dessus, quand même. Je ne l'ai pas mis, mais parce que c'est évident. Il est sous-entendu. Oui, donc il y a 4 conseils, quand même. Le conseil d'en haut, c'est celui le plus important qui traite toutes les affaires importantes. Conseil des finances, conseil des pêches, vous voyez. Conseil des dépêches, c'est pour le courrier. Donc, on a, avec Richelieu notamment, on a quand même spécialisé certains conseils, on a mis un peu d'ordre dans toute l'administration quand même. Et puis, vous avez quand même 6 ministres. Donc il y a le chancelier, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, et vous avez les finances, bien sûr, contrôleur général des finances, il s'appelle quelquefois. Vous avez 4 secrétaires d'État à la guerre, à la marine, aux affaires étrangères, et puis à la maison du roi, c'est-à-dire l'intendance du roi, quoi, simplement. Et puis, il s'occupe éventuellement de toutes les possessions royales aussi. Donc, voilà, pour nous, ce n'est pas très important. Ce qu'il est davantage, quand même, c'est les deux choses essentielles. Il y a en France des pays d'État et des pays d'élection. Alors, les pays d'État sont en violet. Et nous en faisons partie, ainsi que les 4 vallées et que le Béarn, par exemple. Il y en a d'autres, vous voyez. Si vous voyez la position de ces pays d'État, ce sont en général des zones périphériques, c'est-à-dire qui ont intégré le royaume plus tard que les autres. Voilà. Donc le roi n'a pas réalisé, si vous voulez, l'unité administrative, il a gardé ces organismes qui existaient déjà auparavant. Donc toutes les régions qui sont rentrées au sein du royaume de France après les autres. Vous voyez ? Ce qu'on y voit aussi, c'est les sièges des parlements. Alors on va voir la complexité de la justice ensuite, mais le Parlement, théoriquement, c'est l'organisme d'appel des jugements, des juridictions inférieures, si vous voulez. On peut dire comme ça. C'est aussi l'Assemblée qui juge les nobles. Normalement. Voilà. Donc vous avez un certain nombre de parlements, toujours dans la plupart des régions périphériques, sauf qu'il y en a un à Paris. Et que les parlementaires à Paris, ils ont pour rôle un peu ce que fait le Conseil d'État actuellement, c'est-à-dire contrôler que les décrets, que les lois promulguées par le pouvoir exécutif, par le roi, donc que ces décrets, que ces lois soient conformes à la législation existante, qu'ils ne viennent pas en contradiction. Vous voyez, par exemple. Donc c'est l'un des rôles là du Parlement. Et ce Parlement de Paris, alors,
on en reparlera sans doute, mais vous savez qu'il a une espèce de droit il s'est octroyé une espèce de droit de remontrance, et ils vont en abuser à tel point qu'il faut que le roi tienne ce qu'on appelle un lit de justice, qui viennent devant les parlementaires leur dire il faut enregistrer cette loi ou cet édit. Voyez ? Donc c'est la source de conflits multiples. Quand le roi s'appelle Louis XIV, évidemment, pas de problème. Quand on est dans une période de régence, eh bien, le pouvoir royal est très faible, et par conséquent, vous avez donc les parlements, vous avez eu la Fronde, une espèce de guerre civile, vous avez eu la Fronde donc des parlementaires, entre autres, qui se sont révoltés, d'abord ceux de Paris, puis ensuite en province. Donc c'est un organisme difficile à maîtriser quand le pouvoir royal est faible. Voilà. Mais ensuite, vous avez les intendances. Alors là, on est à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe. Enfin, au XVIIIe, ce sera pareil, c'est ça que je veux dire. Et nous dépendons, vous voyez, de l'intendance d'Auch. Alors qu'auparavant, on en avait parlé, de Pello, par exemple, qui était l'intendant de Guyenne, c'est-à-dire l'intendant de Bordeaux. Nous dépendions, avant cette réforme-là, de l'intendance de Bordeaux. Mais c'était une région beaucoup trop vaste. Vous voyez, et ils en ont été conscients, puisqu'ils l'ont coupé. Il y a toujours une intendance à Bordeaux, mais en fait, on lui a soustrait donc toute l'intendance d'Auch. S'il vous plaît, je vois le Parlement, en fait, dans le Midi, on a Toulouse, Pau et Bordeaux. Oui. Et en fait, entre Bordeaux et Paris, il n'y a plus rien. Oui, c'est ça. Que le Parlement de Bordeaux couvrait un territoire très très important. Au niveau du Parlement. Les autres dépendaient souvent de Paris aussi. Hein. Ah, d'accord. Et dans la grande région parisienne, en tous les cas. Après, je ne sais pas trop. Hein. Il faudrait voir au cas par cas, parce que c'est jamais très simple sous l'Ancien Régime, les choses. Donc voilà, ça c'est important, puisque l'intendant est un personnage extrêmement important. Alors voilà, deux mots sur l'administration provinciale. Vous avez le territoire qui est partagé entre environ 400 bailliages ou sénéchaussées. Vous savez qu'en Bigorre, c'est une sénéchaussée. Ce sont des circonscriptions administratives qui datent du Moyen-Âge. Donc on a déjà vu un sénéchal à la tête de la Bigorre. Ailleurs, il peut y avoir un bailli, ça s'appelle un bailli pour le bailliage, hein, c'est pareil. Le nom change, mais c'est la même fonction. Il représente le roi localement, si vous voulez. On pourrait les assimiler à des sortes de préfets à l'époque, quoi. À côté de ça, vous avez des gouvernements militaires dont on n'a pas parlé sur la carte pour ne pas la surcharger, bien sûr. Hein. Et des gouvernements militaires, vous avez vu qu'on dépendait du gouverneur militaire de Bordeaux, la Guyenne. Ça n'a pas changé au XVIIIe siècle. Hein. Et on a parlé même de problèmes de compétences là à propos des insurgés du Lavedan, hein, entre le gouverneur militaire et l'intendant. Parce que tous les deux ont des fonctions de police. Vous voyez, sans savoir quelle est la limite de l'un et les prérogatives de l'autre. Hein. Alors,
Il y en a 34 sous Louis XIV, de ces gouverneurs militaires, autant dire qu'on en a mis partout, à peu près. Hein. Théoriquement, au départ, c'était la sécurité des frontières. Donc c'était une espèce de général, commandant de région, si vous voulez, on pourrait l'assimiler à ça, mais dans les régions indociles particulièrement. Hein. Mais le gouverneur militaire a donc les pouvoirs du roi, et il a des pouvoirs très importants, notamment concernant les troupes et concernant même, à la limite, la police, etc. Alors, l'intendant, c'est vraiment le personnage essentiel parce qu'il n'a pas d'équivalent à l'heure actuelle. Même un super-préfet de région, on ne dit pas super-préfet, on dit préfet de région, hein. Même un préfet de région a moins de pouvoir que l'intendant sous l'Ancien Régime. Regardez d'ailleurs, hein. Répartition élevée des impôts. Donc, il aurait le pouvoir d'une espèce d'inspecteur général des impôts pour la région. Logement et fourniture des militaires. Alors, l'intendance des militaires, ça n'a jamais été un civil, hein, depuis qu'on est en République. Le maintien de l'ordre, les ponts et chaussées, il a les pouvoirs d'un ingénieur en chef des ponts et chaussées. Il s'occupe de moralité publique, autant dire que dans les grandes villes, les filles publiques, par exemple, sont sous son contrôle. Hein. Il contrôle les États dans les pays d'État, il contrôle les municipalités, il a un pouvoir de justice dans certains cas, il surveille les corporations et les marchés, il surveille les récoltes, etc. Alors les récoltes, c'est très important de surveiller les récoltes, hein, parce qu'ensuite on détermine le montant de l'impôt. C'est lui qui fixe les impôts, qui va dire la Bigorre paiera 30 000 livres de taille ou 50 000 livres de taille. Vous voyez? Donc c'est lui, et il se sert des renseignements qu'on lui a envoyés, entre autres, sur les récoltes. Est-ce que les récoltes sont bonnes ou non? Et dans le cas contraire, il reçoit des suppliques des États ou des habitants ou des municipalités disant qu'il y a eu un cataclysme quelconque qui a détruit les récoltes et qu'il sollicite une baisse des impôts. Voyez. Alors, les rapports de ces intendants, parce qu'après, l'intendant, il fait un rapport au surintendant des finances, par exemple, à Colbert. Et localement, alors, il a des aides, si vous voulez, qu'on appelle les subdélégués de l'intendant. Et en Bigorre, vous aurez une famille, pendant très longtemps, une famille qui seront secrétaires des États et en même temps ils représenteront l'intendant. Donc c'est une famille Vergès à l'époque. Donc voilà quelque chose d'important parce que l'intendant, on en entend parler tout le temps. Hein. Alors si on passe aux États de Bigorre maintenant, alors j'ai simplement scanné un transparent rétroprojecteur, rappelez-vous, avant l'ordinateur, on en était au rétroprojecteur, et donc j'avais à l'époque fait ce petit schéma. Le président des États de Bigorre et l'évêque de Tarbes. Alors, celui qui s'occupe, il y a toujours comme ça. Alors, disons tout de suite, pour vous faire mieux comprendre, que les États de Bigorre, c'est un peu l'ancêtre du Conseil général ou du Conseil départemental. Voilà.
De quoi s'occupe-t-il? On va le voir ensuite, mais il y a toujours, comme au conseil départemental actuel, il y a toujours, si vous voulez, une commission permanente, ils appellent ça comme ça, hein, les conseillers généraux ou départementaux. Donc il y a toujours une commission permanente qui se réunit toutes les semaines et qui traite toutes les affaires les plus courantes, et les plus importantes non, mais tout le quotidien est traité par eux. Voyez. Et là, il y avait aussi une espèce de commission permanente qu'on appelait un abrégé d'État. Et dans cet abrégé d'État, il y avait bien sûr le président, plus un autre ecclésiastique, plus 4 gentilshommes, plus 4 députés du tiers-État, plus les officiers. Attention, hein, les officiers, c'est l'équivalent, si vous voulez, un peu de fonctionnaires. Hein, les officiers des États. Et les officiers des États, c'était par exemple le secrétaire, c'était par exemple le syndic de la noblesse, le syndic des États. Voilà. Donc, qui figure parmi les membres des États de Bigorre, hein, vous avez d'abord le clergé. Alors le clergé est bien représenté, puisque vous voyez, vous avez les principaux abbés, Saint-Pé, Saint-Savin, l'Areule, bien sûr, l'Escaladieu, le prieur de Montmère, le commandeur de Bordère, le prieur de Saint-Savin. Donc vous voyez, les principaux, en plus de l'évêque, après, c'est surtout le clergé régulier, les moines qui sont représentés, les monastères. Alors, parmi les membres de la noblesse qui figurent aux États, vous avez 11 barons, qui est une caste très fermée, c'est-à-dire qu'on ne devient pas baron. Hein. On l'est par sa naissance, mais on ne le devient pas. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Une caste très fermée, un peu comme vous aviez les castes autrefois, en Inde. C'est pareil, hein, c'est le même système. On ne peut pas passer d'une caste à une autre. Hein. C'est la naissance qui vous oblige à rester dans votre caste. Alors en plus des 11 barons, qui sont le dessus du panier, bien sûr, vous avez 74 gentilshommes, en 1670, qui sont admis à condition d'être nobles. Il faut prouver 4 quartiers de noblesse, d'autant plus que les choses vont se raidir quelque peu au XVIIIe siècle. Hein. C'est ce qu'on appelle la réaction nobiliaire. Et à partir du milieu du siècle, du XVIIIe, donc, les nobles vont devenir intransigeants sur le fait de prouver l'ancienneté de leur titre de noble. 4 quartiers de noblesse, hein, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, ça vous fait 4 quartiers. Alors il faut posséder un fief auquel le droit d'entrée aux États est attaché. Donc ça veut dire que dans la seigneurie de Bazillac, par exemple, mais c'est un baron Bazillac, hein, mais en tous les cas, le fait d'être seigneur de Bazillac, ça confère l'entrée des États. C'est un privilège qu'ils ont. Et il faut aussi les 4 quartiers en même temps. Ah, pour tout le monde. Mais c'est une règle nouvelle, ça. Hein, au XVIIIe, et à partir du milieu du XVIIIe. Hein,
C'est ce qu'on appelle la réaction nobiliaire, on aura le temps d'en parler un peu. Et les barons, à l'origine, enfin n'importe quel autre noble, ils ne sont pas nommés, récompensés par le roi au départ? Ah oui, oui, mais c'est toujours le cas. Ah oui. Mais là, ça devient de plus en plus difficile d'acquérir la noblesse, enfin un titre de noblesse de ce style. Il y en a très peu. Parce qu'à l'origine, il faut vous dire, la noblesse, c'est la noblesse d'épée. Ce sont des militaires qui combattent ou qui ont combattu. Voilà. Alors ensuite, vous avez le tiers-état. Et le tiers-état est représenté par 29 députés. Vous avez les 10 représentants des vallées. Alors vous avez un député pour l'extrême de Salles, le Davantail, Barège, la vallée d'Azen, le Bas-de-sur-Guerre, vous voyez. C'est quoi l'extrême de Salles? L'extrême de Salles, à côté d'Argelès. Vous avez par exemple les villages d'Ouzous. Ah oui. Ça vous dit quelque chose? Salles, Salles-Argelès. Serres en Lavedan. Ah oui. Et alors? C'est bien Serres, je ne me trompe pas là. Donc c'est ça l'extrême de Salles. C'est tout à côté d'Argelès, une dizaine de villages. Alors les villes et les lieux importants ont 19 représentants, 19 députés, vous voyez, Bagnères, Lourdes, Rabastens, Vic, Saint-Pé, Ibos, Tarbes, Campan, qui n'est pas proprement parlé une ville, qui est à la fois un gros bourg mais aussi une vallée. Et vous avez Montfaucon. C'est le Gers. Montfaucon, c'est les Hautes-Pyrénées, ancien canton de Rabastens, mais c'est tout à fait à l'extrémité, sur les coteaux. Donc Montfaucon, parce que c'était un lieu important au Moyen-Âge, c'est tout. Parce qu'au XVIIIe, c'est plus très important. Voilà. Donc vous avez élection, le clergé, aucune élection. La noblesse élit un syndic de la noblesse, mais qui a un rôle honorifique, vous voyez. Ensuite, le tiers-état, ses représentants, il les nomme ou il les... enfin, on va dire que c'est une nomination plutôt qu'une élection. Mais enfin, c'est toujours... vous savez, le principe, c'est toujours les gens en place qui proposent leurs remplaçants. Ça se passait comme ça chez les consuls tarbais, mais c'est partout un peu pareil. Donc vous avez un secrétaire, vous avez un trésorier, bien sûr, qui sont donc, on a dit, les officiers des États. Officiers, c'est-à-dire qu'ils ont acheté leur office. Ce sont des sortes de fonctionnaires, mais j'ose pas trop dire ça, parce qu'un fonctionnaire, il est rétribué par l'organisme, tandis que là, non, ils ont acheté leur office. Mais alors, qu'est-ce qu'ils gagnent? Comment ils... comme si vous voulez, un avocat actuellement, il fait payer les clients, quoi. Mais c'est pareil, là, comme un médecin, c'est une sorte de... D'ailleurs, c'est une survivance. Les professions libérales, c'est une survivance de ces officiers de l'époque. Parce que ces gens-là, ils achètent leur charge en quelque sorte, ils achètent un cabinet, enfin, dans certains cas, quand même, n'exagérons pas, mais ça se faisait comme ça autrefois, en tous les cas. Un notaire aussi, par exemple, il achète donc une clientèle et un cabinet, et ensuite, il monnaie ses services, quoi. Donc c'était pareil, là,
Mais ne cherchez pas trop de logique sous l'Ancien Régime, hein, parce qu'il n'y en a pas. Souvent pas, en tous les cas. Alors voilà, maintenant, le personnel administratif des États, surtout au XVIIIe siècle où les choses vont se compliquer un peu, hein. Par exemple, vous allez avoir tout un personnel des ponts et chaussées. Parce que c'est l'époque où on va créer des routes. Vous avez entendu parler de certaines d'entre elles. Hein. Toutes les grandes routes, les nationales, même les départementales actuelles, parce qu'il n'y a plus beaucoup de nationales, donc ont été construites, ont été créées au XVIIIe siècle. Hein. Donc c'est le rôle de l'intendant. Et vous avez ce nom-là, l'intendant d'Étigny, qui est célèbre pour toutes les routes qu'il a mis en route, en quelque sorte, sans jeu de mots. Hein. Donc, il a lancé la construction de nombreuses routes, mais le problème avec les archives, c'est que, vous savez, quand les organismes ont décidé de lancer la construction, l'ouverture de telle ou telle route, vous n'avez jamais de document pour savoir quand c'est fini. Oh. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de... Actuellement, il y a des contrôles quand même, hein, contrôles de qualité ou des choses comme ça, lorsque tout est fini. Ben là, il n'y en a pas. Dans les archives, même au XIXe siècle, hein, vous avez une route qui est en chantier, vous avez tel chantier, vous ne savez jamais si ça a été fait, si ça a été fini. Parce qu'on n'a pas conservé les documents qu'il fallait. Là. Bon, en tous les cas, vous avez surtout ces ponts et chaussées. Vous allez avoir aussi, à partir de 1723, vous voyez, un inspecteur des haras. Et vous avez un inspecteur des manufactures même. Donc, c'est pour la généralité. Mais les États de Bigorre, ils sont obligés de financer en partie, puisqu'ils font partie de la généralité aussi. Et puis vous avez alors la recette de Bigorre, c'est-à-dire un trésorier, officier des États, 2 receveurs à Tarbes et à Lourdes. Ce sont les receveurs qui demandent. Et puis dans les communautés, vous avez des collecteurs qui sont nommés, ou des consuls. En général, les collecteurs qui sont nommés ont choisi la personne qui paie le plus d'impôts ou quelque chose comme ça. Enfin, qui paie beaucoup d'impôts en tous les cas. Et puis, le collecteur, il est responsable sur sa fortune, hein, bien entendu. Tout comme les receveurs, hein. Donc, dans certains documents, vous trouvez par exemple des gens qui sont emprisonnés parce qu'ils n'ont pas payé leurs impôts. Donc, il y en a qui sont emprisonnés pour dette. Ça existe aussi. Alors les receveurs demandent donc telle somme à payer à la communauté et ensuite les responsables de la communauté votent la somme ou font payer la somme, etc. Donc vous voyez comment ça se passe. Alors si on regarde de plus près les pays d'État et les pays d'élection dans ce qui est maintenant le département, vous voyez qu'on a des choses extrêmement complexes. Puisque nous avons des territoires qui dépendent de l'Astarac. Excusez-moi, je vous interromps parce que j'avais une question au préalable. Oui. Parce qu'on a vu dans les pouvoirs, vous avez dit il y avait le pouvoir de l'intendant et le pouvoir donc des États de Bigorre. On a l'impression qu'il y a le recouvrement.
Exemple, qui collecte des impôts ou les routes ou les ponts et chaussées. Alors, Oui. Comment ça marche? Ah ben c'est l'intendant qui est responsable, hein, de toute façon. Mais après, comme je vous l'ai dit, c'est le subdélégué sur place qui discute, qui obtient ce que l'intendant veut, par exemple, hein, et voilà. Il obtient par exemple, le subdélégué qui s'occupe des ponts et chaussées au niveau de l'intendance. Ça veut dire qu'il discute avec celui qui est responsable au niveau du conseil de Bigorre, en fait, des États de Bigorre. Oui. C'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, oui, oui. De toute façon, si l'intendant ordonne, il n'y a plus rien à dire. Hein. Il faut faire ce qu'il dit et puis c'est tout. Hein. Donc, s'il donne un ordre, c'est fini. Bon, alors, vous voyez, je ne vais pas détailler, mais vous voyez qu'il y a simplement la Bigorre comme pays d'État. Vous avez ensuite le Nébouzan, dont fait partie la viguerie de Mauvezin, essentiellement, ici. Vous voyez, pays d'État, avec comme chef-lieu Saint-Gaudens. Vous voyez. Et ensuite, vous avez des choses très compliquées, en effet. Vous avez les 4 vallées. Les 4 vallées, c'est le Magnoac, c'est la Barousse, un petit peu la Neste, mais très peu, et ensuite la vallée d'Or. Mais pas le Louron. Hein. Le Louron, c'est complètement différent. Donc, on ne va pas entrer dans les détails pour l'instant, mais vous voyez que c'est extrêmement complexe, les choses. C'est les vestiges des seigneurs de l'époque. Ah, c'est compliqué, ça. C'est vestiges des guerres, vestiges des guerres féodales, oui, c'est sûr. Oui, vestiges des guerres féodales essentiellement, mais... Ça veut dire que l'Ancien Régime n'a jamais su se réformer et faire une réforme qui unifie tout. Vous voyez, ça, C'est-à-dire, il y avait beaucoup de problèmes. c'est son plus gros problème. Bon, alors, en résumé, dans les pays d'élection, c'est l'intendant aidé de subdélégués qui procèdent à la répartition et à la levée des impôts royaux. Par l'intermédiaire, ça c'est pareil. Dans les communautés, vous avez toujours des collecteurs. Hein, et si le collecteur ne paie pas les impôts, c'est lui qui va en prison. Dans les pays d'État, donc, les États provinciaux disposent de certains pouvoirs. C'est surtout, par exemple en Bigorre, le pouvoir de répartir les impôts. L'intendant dit il faut, je vous l'ai dit tout à l'heure, 30 000 livres de taille. Donc ça, on ne discute pas. Hein. 30 000 livres, c'est 30 000 livres. Ce ne sera pas moins, ce ne sera pas plus. Et par conséquent, les États de Bigorre peuvent dire Tarbes paiera 5 000 livres, Campan paiera 3 000 livres, etc. C'est comme ça que ça se passe. Communauté par communauté. Alors, à côté de ça, il y a quand même des charges provinciales. Vous avez vu, d'après les fonctionnaires qu'on aura, il y a donc des charges locales pour les routes, charges locales pour les haras. Et à la fin du XVIIIe siècle, on aura même les États de Bigorre qui mettront en place des cours d'accouchement. Vous voyez, donc ils ont étendu largement leurs compétences, hein, mais tout ça coûte cher, donc on lève les impôts pour le roi, mais on lève aussi les impôts pour les États, pour la province de Bigorre. Bon, et dans tout le reste, donc sur la carte, ce sont des pays d'élection. Donc il y a des collecteurs dans chaque commune, dans chaque communauté, et voilà.
Alors, 2 mots sur la justice pour aller vite, parce que c'est très compliqué. Voilà ici le sénéchal à la tête de la justice dans la Sénéchaussée, mais il nomme toujours, enfin il y a un juge-mage qui est un peu le patron de la justice dans la Sénéchaussée. Alors il est aidé par un lieutenant principal, etc., un lieutenant criminel, 4 conseillers, etc. Et puis, voilà, à côté de ça, vous avez donc les auxiliaires à la justice, concierge, avocat, procureur, huissier, etc., quoi. Alors, la justice, ça c'est plus important, parce que ça vous montre, là encore, l'imbroglio de l'Ancien Régime. Hein. La justice royale, c'est baillis et sénéchaux pour les affaires ordinaires. Le Parlement pour les affaires importantes, mais le Parlement agit aussi en appel. Alors il y a des tribunaux spécialisés, bien sûr, Cour des comptes, Cour des aides, les amirautés pour les problèmes maritimes. Il y a aussi une justice particulière pour les forêts. À côté de ça, vous avez en plus les tribunaux ecclésiastiques ou d'officialité, tribunaux d'officialité, donc tenus par l'Église, et là, ils s'occupent des mariages, mais des divorces aussi, hein. Tout ce qui concerne de près ou de loin le mariage, les biens d'église, tout ce qui concerne les biens d'église aussi. Donc c'est une justice qui est utilisée bien plus souvent qu'on ne le croit. Et puis après vous avez, ou avant, vous avez la justice seigneuriale. Alors justice seigneuriale, les nobles les plus importants disposent de la haute justice, y compris avec le droit de vie ou de mort, puisque ils possèdent prison et fourches patibulaires. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, les fourches patibulaires, donc l'endroit où l'on pend, où l'on tranche la tête aux justiciables. La moyenne justice, ça concerne tous les faits qui sont qu'on peut condamner à des amendes importantes ou à des séjours en prison, mais pas de problème de vie et de mort là. Et puis la basse justice, simplement les amendes, les PV, quoi, si vous voulez. Alors, certains seigneurs ont tout, d'autres se contentent de la moyenne justice et d'autres de basse justice. Ça, c'est très variable. Donc, il n'est pas rare, par exemple, qu'il y ait un conflit entre la justice du seigneur et la justice royale de la sénéchaussée, vous voyez. De toute façon, quelqu'un qui est condamné par le seigneur peut toujours faire appel auprès de la justice royale. Donc c'est très compliqué. Hein. Dans toute cette période, la source du droit est-elle écrite? Quels sont les codes? Oui, en théorie c'est écrit, mais la coutume est encore importante un peu partout, hein, notamment au niveau des seigneurs par exemple. Hein. Bon. Voilà. Donc on va passer à autre chose.
Donc on va voir Tarbes à la fin du XVIIe siècle. Et on va reprendre un peu les problèmes municipaux. En premier. Puis la démographie et l'économie, et ensuite des problèmes d'une petite capitale provinciale, selon l'expression de Jean-François Soulet. Alors, on en a déjà un peu parlé, bien sûr, mais je vais vous rappeler un petit peu comment ça se passe. Les choses au niveau tarbais, de l'administration tarbaise, des édiles municipaux. Alors, à la tête de la municipalité, il y a 8 consuls. Et parmi eux, il y a toujours un premier consul. Hein. Le titre de maire n'existe pas encore, mais ça va venir. Donc il y a 3 assemblées. Alors, une assemblée générale qui regroupe une centaine de bourgeois. C'est beaucoup et peu à la fois. Vous voyez, on a très peu de mentions de cette assemblée générale, mais on en a notamment, rappelez-vous, en 1654, quand il y a à la fois la peste, les gens de guerre, etc., et que la situation est complètement catastrophique. Autrement, vous avez un conseil de ville qui est l'équivalent à l'époque du conseil municipal, si vous voulez. Conseil de ville avec 32 membres, donc il y a les 8 consuls en exercice, plus 8 anciens consuls de l'année précédente. Les consuls sont élus pour un an, hein, plus 16 électeurs. On les appelle électeurs représentant les bourgs. Donc c'est une deuxième assemblée, le conseil de ville, rappelez-vous, l'équivalent du conseil municipal, ni plus ni moins. Il se réunit toutes les semaines quand même. Hein. Et on fait sonner la cloche de l'église Saint-Jean pour les rassembler, parce que la mairie se trouvait juste place Saint-Jean, si vous voulez, à l'époque. Enfin, la mairie, disons l'hôtel de ville. Et à côté de ça, dans chaque Béziaux, dans chaque quartier, il y a une assemblée, parce que pour élire les consuls, pour élire les électeurs, il faut bien qu'il y ait une assemblée qui décide. Donc une assemblée, et donc c'est une élection, là aussi. En théorie. En théorie, parce que... Oui. Et vous disiez, conseil de ville, il se rassemble toutes les semaines. Il y avait des délibérations de ta vie? Ah oui. Ah oui. Wow. Il y a des registres de délibération, hein.
Oui, 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 ça existe, oui, oui, oui. D'ailleurs, quand on travaille sur ces périodes-là, on regarde toujours les registres de délibération. Quand ils y sont, quand on les a conservés. Oui, oui, oui. Donc c'est écrit, hein. Ce sont des comptes rendus écrits, mais qui sont en général assez brefs. Mais dans les conseils municipaux actuels, c'est pas forcément très long non plus. Les comptes rendus écrits, hein. Je ne parle pas des séances après. Bon, et voilà l'élection des consuls. Alors, une grosse flèche part du Bourvieux parce qu'ils ont 2 consuls à élire. Le Bourvieux, ça représente 2 Béziaou. Alors ensuite, un le Bourgneuf, un le Maubourguet, un Carrère-Longue. Alors ça c'est autour de la Cède, Carrère-Longue, si vous vous rappelez, mais on va l'appeler à partir de cette époque-là, vers le milieu du 7e, on ne va plus l'appeler Carrère-Longue, on va l'appeler rue Longue. On francise les choses. Vous avez ensuite le portail d'avant, disons le coin du Marcadieu, la Cède, et puis Martiac ou Mateloux, alors là, Martiac, c'est plutôt le quartier de Sainte-Anne actuellement, c'est-à-dire c'est le nord de la route de Pau actuelle. Vous voyez? C'est là d'ailleurs qu'il y avait une église qui s'appelait Saint-Martin. Hein? Alors, ce tableau nous montre donc que chaque bourg est représenté. Mais ça, c'est une nouveauté. Parce que au Moyen-Âge, et même dans la période du XVIe siècle, vous n'aviez pas Carrère-Longue, vous n'avez pas le portail d'avant, vous n'avez pas la Cède, vous n'avez pas Martiac ou Mateloux, qui sont 2, vous savez, on les appelle des faux bourgs, parce qu'ils sont situés en dehors des fortifications. Des faux bourgs. Alors Martiac, je vous ai dit, c'est le nord-ouest de Tarbes, et Mateloux, c'est au contraire le sud-ouest de Tarbes. C'est, si vous voulez, le lycée Jean Dupuy et ses abords, là, la rue Sainte-Catherine, enfin bon. Alors, élément de nouveauté quand même, hein, il n'y a plus la coupure entre la ville du comte, vous vous rappelez, Bourvieux, Bourgneuf, et puis la ville de l'évêque, la Cède, Carrère-Longue. Ça n'existe plus. On a unifié la ville. Premier facteur de changement. Cette répartition, c'est à partir de quand? Oh, c'est surtout, tout change à partir du milieu du 7e. Hein. Milieu du 7e. Oui. Et puis ensuite, donc c'est pour ça que vous avez la Cède et que vous avez Carrère-Longue là. Ensuite, eh bien, vous avez des choses qu'on ne voyait pas non plus. Portail d'avant, c'est-à-dire le quartier du Marcadieu, ce qu'on appelle parfois aussi la Sarre, enfin ça en fait partie. La Sarre, donc le Marcadieu, la Sarre, tout ce quartier-là, ce qu'on avait appelé au Moyen-Âge aussi le bourg Crabé. Tout ça, ça en fait partie. Et donc, le portail d'avant, c'était à l'époque en grande partie des faubourgs.
Du moins, des bourgs qui n'étaient pas achevés, si vous voulez, surtout le bourg Crabé, là. Martiac et Mateloux, également des faubourgs. Donc, autre élément de nouveauté et en même temps de modernité, si j'ose dire, c'est qu'on a des faubourgs qui ont accédé aux mêmes privilèges que les bourgs. Élire un consul, être représenté au conseil municipal de l'époque, c'est-à-dire au conseil de ville. Donc voilà les deux traits donc de modernisme, l'unicité de la ville et puis les faubourgs qui sont admis maintenant. Donc il n'y a plus deux villes comme au Moyen-Âge, il n'y a qu'une seule ville. Maintenant, le bourg-vieux a quand même des privilèges. Alors, apparemment, c'est un système électif, mais qui vote? C'est ça le problème. On se posera la question aussi. Alors, les 8 consuls sont aidés par un secrétaire greffier communal, le sergent trompette, c'est un joli nom, hein, mais à une époque on disait le tambour de ville, mais là c'est un trompette. C'était comme un crieur public en quelque sorte? Oui, oui, oui. D'ailleurs, il y aura un office pour crier. Plus tard, au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, pour crier les enterrements. Oh. Vous voyez? Et le type qui fait ça, il a acheté son office. C'est un office. Et puis vous avez quelques valets de ville, ça peut être 3 ou 4 quand même. Aux fonctions mal définies, eh ben, ils servent à tout faire, quoi. C'est ça que ça veut dire. Alors, ce système n'est pas un système démocratique. On va dire que c'est un système oligarchique. Une oligarchie. Autre chose, quelles sont les recettes extraordinaires? On en est toujours là. Comment Tarbes a réussi à se sortir de ce gouffre de dettes là, de 400 000 livres là, après ces années catastrophiques en 1854, etc. Alors, première chose, et je vous en avais déjà parlé, c'est les tentative donc de vente des terrains communaux. Et vous avez un terrain qui s'appelle Montagnan. Vous voyez qu'il est à Orléans en grande partie. Et ils essaient de vendre Montagnan pour 3200 livres. Parce que c'est quand même un territoire relativement important et fertile. C'est la plaine de l'Adour. La montagne du Tourmalet, ils essaient de la vendre en 1658 pour 2100 livres. Je dis bien ils essaient, c'est une tentative. Hein. Alors ils vont essayer de vendre le moulin en 1661 pour 3500 livres, parce que plus personne ne vient moudre au moulin. C'était un moulin banal, hein, un moulin seigneurial, mais c'est la ville qui avait la fonction de seigneur. Hein. Donc c'était un moulin banal, un moulin seigneurial, et plus personne ne venait au fur et à mesure là, pour moudre son grain au moulin de la ville. Donc ils ont préféré le vendre. Hein.
Alors, Launay, donc la seule forêt qu'on a pratiquement à Tarbes, 800 livres, vous voyez. Mais je répète, ce sont des tentatives. C'est-à-dire que, en tous les cas, on ne sait jamais quand la vente a eu lieu. Toujours pareil. Dans les délibérations communales, c'est de là que c'est extrait, dans les délibérations communales, on a la communauté qui prend la décision de vendre, mais on ne sait pas s'il y a eu un acquéreur et si ça a été vendu finalement. Le Tourmalet n'a pas été vendu là. Et le Tourmalet, il appartenait à qui? À la ville de Tarbes. Ah, la ville de Tarbes. Oui. Il y avait aussi la ville de, enfin la bourgade de Ciotat qui possédait aussi des terrains par là-bas, du côté du Tourmalet. Ils les ont plus, hein, non plus. Je crois pas, du moins. Ils les ont. Ah bon, on a une spécialiste là. Très bien. Donc il y a toujours cette solution hein, de vendre les bijoux de la couronne et seulement ça se vend qu'une fois. Problème. Alors il y a de nouvelles recettes qui sont prometteuses quand même. C'est d'abord ce qu'on appelle, alors l'octroi, c'est une taxe sur les marchandises que l'on perçoit à l'entrée dans la ville. Et vous avez encore, place à la Courte Boule, au milieu de la place, le bureau de l'octroi. C'est l'accueil des villes françaises. Ah oui, ça. Voilà, c'est l'accueil des villes françaises, effectivement. Donc il y en avait là. Il faut se remettre en mémoire que la ville de Tarbes s'est quand même resserrée au centre. Donc là, on est déjà en périphérie, hein, là où on met l'octroi. Il y en avait un rue du Mahorat aussi, vous connaissez. Il y en avait un qu'on ne sait pas très bien situé, mais qui était à peu près au niveau du souterrain de la ville de Vic. Souterrain de Vic, vous voyez là-bas? Route de Vic, c'est ça que je voulais dire, effectivement. Et donc, l'octroi au XIXe siècle, après, ce sera aussi une grande ressource, une recette nouvelle très importante, étant donné qu'on est une ville de marché et de foire extrêmement importante, même s'il n'y en a que 2 par an. Même au XIXe siècle, il n'est pas rare de voir que la ville est envahie de voitures hippomobiles, bien sûr, et de chevaux, de tout ce que vous voulez. Donc il y a un monde pas possible, il y a des accidents, il y a tout ce que vous voulez. Là, au XIXe siècle, où on a quand même quelques statistiques. Et des pugilats sans doute. Oui, bien sûr, mais ça c'est... C'est pour ça que la gendarmerie était située au Marcadieu. Vous le savez, ça nous doute. Parce que les endroits où ça chauffait, c'était toujours le marché ou les foires. Hein. Voilà. Donc il y a ça, et ça va devenir de plus en plus important. Et puis, lié au marché aussi, ou aux foires, vous avez la ville qui aurait souhaité évidemment créer une halle. Il n'y a pas de halle à Tarbes. Dès cette époque-là, fin XVIIe siècle, ils ont le projet, mais ils n'ont pas l'argent. Alors, il faudra attendre le XIXe siècle. Oui, il faudra attendre la fin du XIXe, effectivement. Hein. Donc, voyez, alors ce qu'on a fait, on a dressé des appentis contre le mur de fortification qui passe au niveau du Marcadieu, là. Enfin, du côté ouest du Marcadieu, quand même. Mais on a créé des appentis qui n'ont pas coûté grand-chose. Et on a recouvert ça d'un toit. C'est tout, juste un toit. Hein, 2 piliers pour tenir une toiture, et puis voilà. Et ça rapporte quand même 65 livres en 1694. Vous voyez ça? Alors, on affirme aussi
ça peut vous étonner, les balayures et le fumier après les jours de marché. Alors ça rapporte quelques dizaines de livres aussi. Hein. On affirme le droit du poids, etc., etc. Et ce qui rapporte plus, ce sont les taxes sur la consommation, bien sûr, et les autres taxes sur la consommation, c'est-à-dire le souquet, qui est le droit sur le vin, le sel, le pain. Le sel, on ne pouvait pas s'en passer à l'époque. C'est l'ancêtre de la TVA. Tout à fait, tout à fait. Une taxe à la consommation qu'on pourrait assimiler à la TVA actuelle. On n'avait pas la réfrigération, on ne pouvait que sécher, saler ou fumer. Voilà. D'ailleurs, il y avait autre chose quand même. On pouvait se procurer l'hiver, où les hivers étaient quand même plus rigoureux que maintenant, on pouvait se procurer facilement de la glace, de la neige, tassée. Donc on conservait ça pour l'été. Vous voyez, et d'ailleurs la ville de Tarbes va faire quelque chose dans une glacière, si vous voulez, près de la porte qui conduit du Bourvieux au Maubourguet, la porte du Rolodge. Bon, ben je crois qu'on va rester là pour aujourd'hui. Eh bien, c'était très bien. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.